prendre un peu de temps pour parler de santé mentale avec Myriam Salmi, psychothérapeute, psychologue et experte en performance, notamment connue pour accompagner des grands champions, mais pas que. Myriam, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour parler de ce sujet si important, je le disais, qui vous tient à cœur, mais je crois qu'il tient à cœur aussi à d'autres personnes, aux sportifs et aux dirigeants d'entreprise également. Où en est-on aujourd'hui dans les entreprises? Comment on accueille ce sujet aujourd'hui en 2025? Comment les dirigeants accueillent ce sujet-là? Comment ils le prennent malheureusement, on n'a pas des chiffres précis qui nous permettent de nous avancer en termes de diagnostic, mais ce que je remarque, notamment au niveau de mon cabinet, puisque je reçois aussi des entrepreneurs, c'est que cette question est plus souvent évoquée. Ça fait 40 ans que j'exerce, et pour être honnête, je trouve qu'on a mis un peu de temps. Peut-être certains m'en voudront quand je parle comme ça, mais c'est sûr que quand on est sur le terrain et qu'on sait ce que causent des dysfonctionnements et des problèmes de santé mentale, évidemment, on aimerait que ça avance un peu plus vite, mais j'ai confiance à nos entreprises, bien sûr, et à nos entrepreneurs. Donc vous confirmez qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui quand même, malgré tout, dans les entreprises? Oui, effectivement. Maintenant, ce serait bien d'avoir des chiffres un peu plus précis, qu'on sache un petit peu où on en est en France sur cette question de la santé mentale dans les entreprises. Ce serait intéressant. Et comment vous l'expliquez, ça, qu'on ne les a pas, ces chiffres-là? Parce que pendant longtemps, la santé mentale a été considérée comme quelque chose qui avait un trait avec la folie, qui avait un trait avec la maladie, parce que chez nous, c'est culturel aussi. Quand on parle de santé, on ne parle pas d'absence de maladie ni de prévention, on parle de maladie. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Et alors, si on parle de santé mentale, on va l'associer à quelque chose de très péjoratif, qui est synonyme de fragilité, de folie, de faiblesse, donc absolument aux antithèses de ce que peut être la performance ou l'entreprise. Et donc, à partir du moment où aussi on a fait du mot psychologue un adjectif, donc les gens qui sont des professionnels de la psychologie, on en a fait un adjectif, donc pas besoin de formation, puisqu'on a fait de qualité humaine une profession. C'est tous ces critères, que ce soit l'aspect péjoratif, l'adjectif qui marque, parce que c'est comme ça qu'on est construit, et les mots marquent notre cerveau et vont entraîner une série de comportements, que c'est attaché à la faiblesse, à la fragilité, eh bien évidemment, on n'était pas très sexy. Cette question de la santé mentale n'était pas attirante. On avait plutôt envie de fuir et d'éviter la question que de la traiter. Alors la santé mentale, ce n'est pas ça. La santé mentale, ce n'est pas seulement une question de maladie. Ça existe, la maladie mentale. Mais quand on parle de santé mentale, on ne parle pas que de la maladie, on parle de plein de choses qui sont importantes. Il faut rappeler que la psychologie, c'est une science. Elle s'appuie sur des méthodes scientifiques, des hypothèses, de l'expérimentation et ensuite des résultats, qui sont contestables ou pas, mais en tout cas c'est comme ça. C'est comme ça que nous avons été formés. Et on nous a longtemps pris pour des gens qui n'avions pas cette formation scientifique. Et pourquoi? Parce que nous n'avions pas les machines. Nous n'avions pas, aujourd'hui, la science naît de l'intuition. Elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans les publications scientifiques. Nous posions des hypothèses, nous nous sommes souvent trompés, parce que la science avance en se trompant, et on nous a reproché aussi de nous être trompés, ce que je peux comprendre, mais il y a certaines choses qui ont évolué et qui ont permis à des gens non seulement d'aller mieux quand il s'agit de soins, mais aussi de développer des compétences. Parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Et on confond nos professions, on confond le métier de psychiatre, qui est extrêmement important, avec le métier de psychologue, avec le métier de préparateur mental, de coach. Et c'est compliqué de se repérer dans toutes ces professions qui ont l'air similaires, mais qui sont effectivement dans le même champ, mais qui n'ont pas les mêmes indications ni les mêmes compétences. Quel lien on peut faire aujourd'hui, parce que je l'ai dit, c'est un sujet qui touche les dirigeants d'entreprise, les sportifs, quel lien on peut faire entre ces deux catégories, justement, sur la santé mentale? Vous touchez en même temps aux dirigeants d'entreprise, en même temps aux sportifs, quel lien on pourrait faire entre les deux? Alors, ça fait 30 ans que je me bats pour ces questions de santé mentale dans le monde sportif. Je me suis battue sur d'autres terrains, et je ne suis pas toute seule. Il y a des gens aussi qui se battent pour faire avancer ces questions. Et le monde sportif
je suis obligée de le citer parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien et notre plus bel ambassadeur, ça a été Teddy Riner, qui a parlé de son accompagnement psy depuis l'âge de ses 14 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très heureuse qu'il ait été nommé parrain de la grande cause nationale qui est la santé mentale aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que si aujourd'hui je suis invitée, alors qu'avant je n'étais jamais invitée, parce que ce n'était pas intéressant, c'est que les choses avancent. C'est important d'avoir des ambassadeurs comme lui qui mettent en avant ce sujet-là. Et donc le lien, il est qu'on n'a jamais associé la santé mentale avec la performance. C'est une aberration scientifique, mais c'est un fait de société. On n'a jamais fait le lien entre je suis en bonne santé, donc mon cerveau va bien fonctionner, va pouvoir utiliser toutes ses compétences, ses capacités, ses habiletés psychologiques pour pouvoir être performant. On n'a jamais fait ce lien. On commence tout juste à le faire. Et voilà le lien. Donc qu'on soit entrepreneur, à la tête d'équipe, ou qu'on soit sportif, eh bien on retrouve évidemment les mêmes compétences à avoir, les mêmes connaissances. On est dans les mêmes logiques où les gens sont investis, engagés. Et en cela, oui, les sportifs ont montré l'exemple sur cette question-là. Et je pense qu'on a commencé à les écouter très tard, parce qu'il y a eu beaucoup de sportifs qui ont parlé de leur détresse psychologique, qui ont parlé de leur dépression, et on a commencé à mettre un éclairage il y a peu de temps, mais il y en a d'autres qui en ont parlé depuis longtemps et qui étaient français. Myriam, performance individuelle, VS puissance du collectif, ou pas VS d'ailleurs, et puissance du collectif, comment trouver le bon équilibre, y compris en entreprise là aussi? Alors, le collectif, l'équipe, on valorise souvent la dimension individuelle. Je pense que c'est une des choses qu'on doit travailler aussi chez nous, en France, pour revenir aussi, sortir des problématiques narcissiques. Je pense aux réseaux, etc. Même si je pense, dans le même temps que les réseaux sont des choses extrêmement importantes pour valoriser des actions, des projets, des gens. Je n'ai rien contre les réseaux, mais c'est vrai qu'il faut savoir les utiliser. Et donc, on a toujours des débordements. Et aujourd'hui, je vais prendre encore une fois le sport comme exemple. Vous n'entendrez jamais un grand champion parler de sa performance individuelle sans parler de l'équipe. Je vais prendre le judo parce qu'il y a Clarisse ici, mais quand vous voyez un championnat par équipe, vous voyez toute l'équipe autour des athlètes parce que l'équipe est un lieu ressource. L'équipe est au service du développement de l'intelligence. Il faut se représenter que ces athlètes n'ont pas choisi d'être ensemble. Ils se connaissent très tôt parce que les entrées en filière de haut niveau sont très jeunes et ils vont faire un parcours de vie, pour certains de plus de 15 ans, où ils vont être amenés à savoir vivre ensemble, trouver les ressources, savoir faire avec les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle des compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc le sport, la première fois que j'ai parlé d'intelligence dans le sport, les gens ont ri. Le sport est au service du développement de l'intelligence et je pense qu'en cela, le sport est un magnifique exemple pour comprendre que l'équipe, il ne s'agit pas d'aligner des stars les unes à côté des autres pour réaliser un exploit, mais il faut travailler, apprendre à savoir faire avec les autres, apprendre à savoir se ressourcer, à avoir un équilibre parmi les autres qui n'est pas si simple. Il faut savoir que ces athlètes voient plus leurs copains d'entraînement que leur propre famille. Donc être capable de vivre certaines fois pendant de longs mois, 24 heures sur 24, avec les mêmes personnes qu'on n'a pas choisies, c'est un exercice de haut vol. Et en même temps, quand on est capable de travailler ça, eh bien ça devient, et on le voit, quand les équipes ne s'entendent pas, il n'y a pas de performance. Ce n'est pas possible, parce que vous arrivez avec des tensions, vous arrivez avec une boule au ventre, vous pouvez même avoir des signes de décompensation que vous n'allez pas voir d'ailleurs, parce que pour pouvoir voir des signes de décompensation, encore faut-il avoir les compétences pour les voir. La psychologie a toujours été décrite comme le monde de l'invisible, ça ne se voit pas, c'est faux. Hein, c'est invisible parce qu'on n'a pas les connaissances. Comme moi, je n'ai pas de connaissances, donc il y a plein de choses qui me sont invisibles. Ben justement, Myriam, aidez-nous peut-être, aider ceux qui nous écoutent, qui vous écoutent aujourd'hui. Quels signaux peut-être devraient alerter, voilà, si vous deviez donner un conseil là-dessus? Alors, si on voit quelqu'un qui commence à changer de comportement, quelqu'un qui commence à avoir des variations d'humeur qu'on ne lui connaissait pas, hein, pas quelqu'un qui est habitué à être plus ou moins agressif,
ça c'est encore autre chose. Mais quand on voit des variations d'humeur, des gens qui se plaignent, qui ont des plaintes, des arrêts maladie, des gens qui se traînent pour aller à leur poste de travail, n'arrivent plus à remplir leur mission, peut-être que non, ce n'est pas un désintérêt, peut-être que ce n'est pas des gens qui sont je m'en foutistes, mais peut-être que c'est des gens qui ne vont pas bien. Hein. Et il est clair que là, il faut être capable de détecter et surtout d'orienter. Parce que les entrepreneurs ne sont pas là pour prendre en charge sur le plan psychologique ou médical, mais être capable d'avoir un réseau de correspondants, de gens auxquels ils peuvent adresser, et en tout cas être capable de repérer très rapidement pour pouvoir agir très rapidement. Plus on agit précocement et plus la personne va reprendre rapidement. Donc ça, c'est aussi très important. Merci Myriam Salmi d'avoir fait passer ce message aujourd'hui. On peut l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.